la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre série de vidéos des structures de données avancées, nous allons voir les algorithmes récursifs. Qu'est-ce que c'est déjà que la récursivité? La récursivité, c'est une technique de programmation dans laquelle une fonction peut s'appeler elle-même. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en vrai? Si on vient au niveau du code, on peut créer en C++ une fonction. Je peux venir ici dire, par exemple, je crée une fonction bonjour. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste afficher bonjour. Là, je vais mettre using namespace std. Je peux venir ici au niveau de la fonction main et faire appel à quoi? À la fonction bonjour. Parfait. Maintenant, je peux venir, je peux compiler et puis exécuter. Donc, je peux faire ici C++. Le nom du fichier actuellement, c'est récursivité.cpp. Donc, récursivité.cpp-o. Je mets prog et je vais compiler, je vais exécuter en faisant ./prog comme ceci. Voilà. Comme on peut le voir, tout se passe à la perfection. Je peux également venir ici, créer une fonction bonsoir comme ceci. Et je peux faire quoi? Cout handle comme ça. Et je peux mettre ici bonsoir. Là, j'ai deux fonctions. J'ai une fonction bonjour, j'ai une fonction bonsoir. Donc, je peux venir ici. Je vais appeler également la fonction bonsoir comme ceci. Je mets point virgule. Donc, si je vais faire un clear, je vais compiler et exécuter. J'ai bonjour, j'ai bonsoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur d'une fonction, par exemple, à l'intérieur de la fonction bonsoir, je peux également appeler une autre fonction. Par exemple, je peux appeler la fonction bonjour. Donc, je peux venir ici, à l'intérieur de la fonction bonsoir. Je peux venir ici mettre bonjour. Je mets ici point virgule. Et là, je vais enlever par exemple ceci. J'ai juste appelé ici bonsoir. Donc, je peux venir ici, compiler et exécuter. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Il va d'abord venir ici. Donc, quand j'appelle la fonction bonsoir, il va venir d'abord ici appeler bonjour. C'est pour ça ici, il a mis bonjour. Et après avoir dit bonjour, il va m'afficher tout simplement bonsoir. Là, j'ai appelé la fonction bonjour à l'intérieur de la fonction bonsoir. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que là, on a appelé une autre fonction à l'intérieur de la fonction bonsoir. Mais je peux appeler la fonction bonsoir elle-même dans son corps. Donc, je peux venir ici et je vais faire plutôt ici bonsoir. En faisant l'appel de la fonction bonsoir à l'intérieur de la fonction bonsoir, on applique la technique de récursivité. Là, si je compile et j'exécute, ici, il a venu, il nous a mis segmentation fault. On a eu une erreur, au fait, ici, parce qu'on est rentré dans une boucle infinie. Donc, il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé d'abord la fonction bonsoir. Il est venu ici. Il a fait appel à bonsoir. Il est revenu encore ici pour appeler la fonction bonsoir. Il a fait encore bonsoir. Il a encore appelé la fonction bonsoir. C'est revenu ici, bonsoir. À chaque fois, il boucle. Il y a eu ici, au fait, une boucle infinie. C'est pour ça ici, on a ce segmentation fault 2.11. Juste pour vous montrer que là, il y a vraiment eu une boucle infinie. Si je viens par exemple ici, je fais cout bonsoir avant d'appeler bonsoir. Si je compile, j'exécute. Vous allez voir, on aura toujours tout le temps ici bonsoir, bonsoir, bonsoir à chaque fois. Vous voyez, ici, il boucle au niveau de bonsoir. Il boucle. Jusqu'à maintenant, il y a eu segmentation fault. Clairement, il y a eu une boucle infinie. En grosso modo, c'est ça la récursivité. Vous avez une fonction, par exemple, bonsoir, et vous faites appel à bonsoir à l'intérieur du corps de la fonction bonsoir. Parfait. Maintenant, nous, on va avoir un cas pratique de la récursivité avec le calcul du factoriel d'un nombre. Le factoriel d'un nombre, il se définit comme ceci. Pour tout nombre n supérieur ou égal à 0, n est un entier naturel. Le factoriel n, il se note comme ceci, n avec le point d'exclamation. Donc, c'est égal à quoi? C'est le nombre lui-même n multiplié par n-1 multiplié par n-2. Et on va continuer le processus de multiplication jusqu'à ce que l'on arrive à 1. Donc, ça, c'est le factoriel de n. Et vous allez remarquer que factoriel de n-1, c'est égal à quoi? C'est n-1 fois n-2 fois. On continue le processus de multiplication jusqu'à ce que l'on arrive à 1. Donc, vous pouvez remarquer que factoriel de n, c'est tout simplement n fois factoriel de n-1. Parce que ce terme qui est ici, d'accord? Ce terme qui est ici, c'est exactement ce terme-là qui se répète ici. Et ce terme qui est ici, c'est tout simplement factoriel de n-1. Donc, finalement, factoriel de n, c'est quoi? C'est n fois n-1 factoriel. C'est-à-dire que c'est n fois le factoriel de n-1. OK?
Parfait. Maintenant, on va essayer de voir un exemple concret. Si je veux calculer le factoriel du nombre 4, c'est quoi? C'est 4 fois factoriel de 3. Et factoriel de 3, c'est quoi? C'est 3 fois factoriel de 2. Et factoriel de 2, c'est quoi? C'est tout simplement 2 fois factoriel de 1. Factoriel de 1, lui, c'est quoi? C'est 1 fois factoriel de 0. Maintenant, factoriel de 0, par définition, c'est tout simplement 1. Donc, factoriel de 0, c'est 1. Maintenant, le résultat de factoriel de 0, qui est 1, c'est lui qu'on obtient ici. Vu que maintenant on connaît le factoriel de 0, on sait que le résultat de factoriel de 0, c'est tout simplement 1. Le factoriel de 1, qui est égal à 1 fois factoriel de 0, aura tout simplement comme résultat 1. Parce que ça sera 1 multiplié par factoriel de 0. Factoriel de 0, on connaît son résultat, c'est 1. Donc 1 fois 1, ce sera 1. Maintenant, on sait que factoriel de 1, ça vaut 1. On peut maintenant calculer factoriel de 2 qui vaut quoi? Qui vaut tout simplement 2 fois factoriel de 1. Vu que nous on connaît le résultat de factoriel de 1 qui est 1, on peut faire le calcul 2 fois factoriel de 1 pour obtenir le résultat tout simplement 2. Maintenant que nous on connaît maintenant le factoriel de 2 qui vaut 2, on peut calculer maintenant le factoriel de 3 qui vaut 3 fois factoriel de 2. Et factoriel de 2, on sait déjà que c'est 2, donc 3 fois 2, c'est 6. Finalement, on connaît le résultat de factoriel de 3, qui n'est autre que 6. On peut finalement trouver le résultat de factoriel de 4, qui vaut 4 fois factoriel de 3. Et cela, c'est tout simplement 4 fois 6. Et finalement, le résultat de factoriel de 4, c'est 24. D'accord? En grosso modo, pour calculer le factoriel d'un nombre, on peut remarquer que si le nombre, c'est 0, le factoriel de 0, on l'a vu tout à l'heure que par définition, c'est 1. Et le factoriel de 1, c'est également 1. Donc, si le nombre c'est 0 ou le nombre c'est 1, le factoriel du nombre, c'est toujours 1. Maintenant, si le nombre, c'est un nombre qui est bien sûr supérieur ou égal à 0, mais le nombre, ce n'est ni 0 ni 1, c'est-à-dire on commence à partir de 2, 3, 4 jusqu'à plus l'infini, le factoriel du nombre, ce sera tout simplement n fois factoriel de n moins 1. Je peux venir ici et ensemble, on va essayer de créer la fonction factorielle. Ce sera exactement comme on l'a mis ici. Je peux venir donc là et je vais dire que je vais créer une fonction qui va retourner un entier. On va mettre ici tout simplement factoriel. Voilà. On va calculer le factoriel d'un nombre n. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si le nombre n est égal à 0 ou bien si le nombre est égal à 1, alors le résultat, ce sera tout simplement 1. Maintenant, sinon, puisqu'on l'a mis ici, si le nombre c'est 0 ou bien le nombre c'est 1, le factoriel du nombre c'est 1. Maintenant, sinon, le factoriel du nombre, ce sera quoi? Ce sera tout simplement n, d'accord, multiplié par quoi? Le factoriel de n moins 1. Ok? Donc, on va tenter de voir, là c'est factoriel, donc on va tenter de voir est-ce que grâce à cette fonction un peu magique, on va pouvoir réussir à trouver notre résultat. On va venir ici, je vais définir ici une variable résultat. Et je vais dire ici que résultat, c'est quoi? C'est tout simplement égal à factoriel de 4. Donc là, je tente de calculer le factoriel de 4. Et là, je peux venir tout simplement ici et puis faire un coup de cout. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, factoriel de 4, c'est 24. Donc, si cette fonction, elle a bien marché, on doit pouvoir avoir comme résultat 24. Et comme vous pouvez le voir, on a bel et bien notre résultat qui est 24. Cette fonction calcule bel et bien le factoriel du nombre 4. Ok? Parfait. Maintenant, on va tenter de voir qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela se fait-il que cette fonction, elle marche? On a notre fonction factorielle. C'est exactement ce que j'ai mis ici. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la mémoire, d'accord? Donc, on va imaginer ça comme notre mémoire, la mémoire RAM. Quand on est ici au niveau de la fonction main, lorsqu'on va démarrer le programme en même temps, la première fonction qui sera appelée, c'est la fonction main. Donc, ça, c'est ce que vous devez savoir. Au niveau de que ce soit un code C ou bien que ce soit un code C++, la première fonction qui est appelée, c'est la fonction main. C'est toujours comme ça. À chaque fois que vous lancez un code C++, que vous compilez, que vous tentez d'exécuter un code C++ ou bien un code C, la fonction main sera la première à être appelée et elle est toujours appelée au début. Cette fonction sera au début chargée en mémoire. Donc là maintenant, on fait appel à la fonction factorielle et on lui donne en argument la valeur 4. Maintenant, quand on fait appel à la fonction factorielle et on lui a donné en argument la valeur 4, il va venir ici. Il va voir est-ce que le n est égal à 0
ou bien est-ce que le n est égal à 1? Le n n'est pas 0, le n n'est pas 1, le n c'est 4. Donc, il ne va pas retourner 1. Il va venir ici et il va faire quoi? Il va retourner n fois factoriel de quoi? De 4 moins 1. Factoriel de 4 moins 1, ce n'est autre que 3. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 4 multiplié par factoriel de 3. Quand il fait 4 fois factoriel de 3, automatiquement, la fonction factorielle de 3 va également rentrer dans la mémoire. Une fois que cette fonction factorielle de 3 est rentrée dans la mémoire, elle aussi va suivre le même processus. On appelle ici factoriel de 3. Factoriel de 3 va revenir ici avec n comme 3. Il va vérifier est-ce que n c'est 0 ou bien est-ce que n c'est 1. Vu que ce n'est ni 1 ni 0, il va venir ici automatiquement. Il va nous retourner 3 fois factoriel de 2. Et factoriel de 2 sera appelé et donc chargé dans la mémoire. Le même processus sera répété, n sera 2. Vu que n ce n'est ni 0 ni 1, il ne va pas nous retourner 1. Il va faire venir ici et faire quoi? Return n fois factoriel de n-1. Autrement dit, return 2 fois factoriel de quoi? De 1. Donc, automatiquement, il va faire 2 fois factoriel de 1. Et factoriel de 1 également, quand c'est appelé, ce sera chargé dans la mémoire, comme ceci. Et vu que le n, c'est 1, cette fonction retourne 1 et c'est bon. Et cette fonction, vu qu'elle retourne son résultat final qui n'est autre que 1, là, on aura un bon retour, la valeur c'est 1. Et une fois que c'est bon, cette fonction a terminé son rôle, elle n'a plus rien d'autre à retourner puisqu'on connaît déjà son résultat. Cette fonction va disparaître dans la mémoire. Et c'est bon, c'est parti. Maintenant, la fonction factorielle de 2, d'accord, on va revenir à la fonction factorielle de 2. Et cette fonction factorielle de 2, c'est elle qui était censée faire quoi? Nous retourner 2 fois factoriel de 1. Maintenant qu'on connaît le résultat de factoriel de 1, qui n'est autre que 1, on l'a trouvé ici, il va pouvoir venir retourner tranquillement le 2 fois 1. Il va retourner maintenant ici 2 fois 1. Et le résultat, c'est quoi? C'est 2. Il va nous retourner notre valeur 2. Vu que cette fonction également a retourné sa valeur, elle aussi va disparaître de la mémoire puisqu'elle a terminé son boulot. On va revenir maintenant à cette fonction factorielle de 3 qui existe également toujours en mémoire et attend de pouvoir retourner une réponse pour se libérer de la mémoire. Cette fonction factorielle de 3 est censé retourner quoi? 3 fois factoriel de 2. Mais vu qu'avant, on n'avait pas encore le résultat de factoriel de 2, cette fonction attendait toujours en mémoire. Maintenant, on connaît le résultat de factoriel de 2, qui n'est autre que 2. Et cette fonction factorielle de 3 pourra nous retourner finalement comme résultat 3 fois factoriel de quoi? 3 fois factoriel de 2, qui n'est autre que 6. Parfait. Là, on a nos résultats 6. Et maintenant que cette fonction factorielle de 3 a donné son résultat, elle va pouvoir quitter la mémoire. On va venir maintenant au niveau de la fonction factorielle de 4, qui également attend de retourner une réponse, puisqu'elle ne connaît pas encore le résultat de 4 fois factoriel de 3, puisque factoriel de 3 était au début inconnu. Mais vu que maintenant on connaît la réponse de factoriel de 3, qui n'est autre que 6, il va pouvoir venir ici et faire 4 fois factoriel de 3. Factoriel de 3, c'est 6. Il connaît maintenant la réponse. Il va faire quoi? Il va faire 4 fois 6. Le résultat, c'est 24. Et il va quitter la mémoire. Là, on a notre réponse 4 fois 6. On va revenir maintenant au niveau du main. Le main, maintenant, va pouvoir trouver le résultat. Donc, on va pouvoir retourner à la variable résultat la réponse de factoriel de 4, qui n'est autre que 24. On va tenter de voir un autre exemple de récursivité. Là, on va tenter de calculer un terme d'une suite numérique. Donc ça, c'est un exemple de suite numérique. Donc U0, c'est 1. Et on va calculer U de n plus 1 comme étant U de n plus 3. Cette suite-là, on peut la réécrire de cette manière également. Donc c'est-à-dire U0, c'est égal à 1. Et U de n, c'est égal à U de n moins 1 plus 3. Si on vient au niveau du code, là je vais enlever la fonction factorielle. Je vais écrire la fonction u de n. Là je vais mettre tout simplement u. Donc je prends paramètre une variable n. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si n est égal à 0, d'accord, on va retourner 1. Si n est égal à 0, on va retourner tout simplement. Maintenant, si n, donc n est un entier naturel, n supérieur ou égal à 0, entier naturel. Sinon, on va tout simplement retourner return 3 plus u de n moins 1. Donc, c'est exactement ça, en fait, notre suite. Donc, si n, c'est 0, on retourne 1. Maintenant, si n supérieur ou égal à 1, ce sera tout simplement u de n. Ce sera quoi? U de n moins 1 plus 3.
Donc, c'est ça que nous, on a mis ici. U de n, si n, ce n'est pas 0, alors tu retournes tout simplement 3 plus U de n moins 1. Je peux venir ici et je peux tenter de calculer U de 4. U de 4. U de 4, d'après ce qu'on a écrit comme code, la réponse, c'est combien? C'est 13. Et si vous faites le calcul, croyez-moi, vous allez tomber sur 13. On peut venir ici. On a le même code et on peut tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le résultat c'est 13. De la même manière qu'avant, on va avoir notre mémoire. Dès qu'on va compiler et exécuter le code, la première fonction qui sera lancée, c'est la fonction min. Ensuite, on va venir ici déclarer la variable résultat et on fait appel à la fonction U4. Donc, la fonction U4 est chargée en mémoire. Il va venir ici avec le paramètre n égale à 4. Vu que 4, ce n'est pas 0, il ne va pas nous retourner ici 1. Il va nous retourner ici plutôt 3 plus U de 3. Parce que 4 moins 1, c'est 3. Donc ici, il va faire un retour, il va faire un return de 3 plus U de 3. Maintenant, vu que on ne connaît pas encore U de 3, cette fonction U4 va continuer à rester en mémoire jusqu'à ce qu'elle ne trouve la valeur de U de 3 pour pouvoir quitter la mémoire. Cette fonction est toujours en mémoire. Et elle sait qu'elle doit retourner 3 plus U de 3. Maintenant, U de 3 sera également chargé en mémoire maintenant puisqu'on a appelé la fonction U de 3. U de 3 chargé en mémoire. Et 3 va venir ici. Ce n, ce sera 3 maintenant. Vu que le 3, ce n'est pas 0. Il ne va pas retourner 1. Il va venir retourner 3 plus U de 2. Vu qu'on ne connaît pas encore U de 2, la fonction U de 3 sera toujours en mémoire, attendant de retourner une réponse. On fait appel à U de 2. Il va se passer la même chose. U de 2 va prendre 2. 2, ce n'est pas 0. Il va retourner tout simplement 3 plus U de 1, comme ceci. Et U de 1 également sera passé en mémoire. Il va retourner 3 plus U0. Et maintenant, U0 sera passé maintenant également en mémoire. U0, c'est que n égale à 0 maintenant. Il va faire quoi? Il va nous retourner maintenant 1. Maintenant, vu que U0 a pu retourner 1, U0 c'est qu'il a fini son boulot. U0 va pouvoir quitter la mémoire. Maintenant, qu'on connaît maintenant la valeur de U0, qui n'est autre que 1, on va revenir maintenant lorsque l'on a pu appeler la fonction U de 1. La fonction U de 1 dit que j'attends de retourner 3 plus U0. Est-ce que je connais la valeur de U0? Oui, la valeur de U0, ce n'est autre que 1. Donc, je peux retourner enfin 3 plus 1 et je peux quitter la mémoire. Donc, je peux retourner 3 plus 1, c'est 4. Et je peux quitter la mémoire. Maintenant que l'on connaît la valeur de U de 1, on peut revenir au niveau de la fonction U de 2. U de 2 va dire que, j'attendais de retourner 3 plus U de 1. Est-ce que maintenant je connais U de 1? Oui, c'est 4. Donc, je peux retourner tout simplement 4 plus 3. Qui n'est autre que 7. J'ai donné mon résultat, je peux partir. De la même manière, U de 3 également attendait de retourner 3 plus U de 2. Il connaît maintenant la valeur de U de 2 qui n'est autre que 7. Va pouvoir faire quoi? 3 plus 7, 10 et quitter la mémoire. Maintenant, également, U de 4 attendait de retourner le résultat 3 plus U de 3. Maintenant qu'il connaît U de 3, il va pouvoir faire quoi? Retourner la réponse tout simplement 13 et quitter la mémoire. On va revenir maintenant au niveau de la fonction min. La fonction min pourra donner à la variable résultat la réponse qui n'est autre que 13 et c'est bon. Donc, c'est la raison pour laquelle le résultat que nous, on a eu via le code compilé et exécuté, c'est 13. C'est la raison pour laquelle on a 13 ici. Tout est bon. Maintenant, une autre suite de Fibonacci, on va tenter de la coder ensemble. Donc, cette suite dit que quoi? F de 0, c'est 0 et F de 1, c'est 1. Maintenant, si n est supérieur ou égal à 2, ce sera tout simplement F de n égale à F de n moins 1 plus F de n moins 2. Donc, cela veut dire que pour coder cette fonction, on va dire que pour tout n supérieur ou égal à 0, si le n est inférieur ou égal à 1, donc soit 0, soit 1, alors f de n c'est n, sinon f de n c'est f de n moins 1 plus f de n moins 2. Donc je peux venir ici et je peux venir déclarer ma fonction f comme ceci qui va prendre un entier n en paramètre. Donc on va supposer que le n est supérieur ou égal à 0. Si le n est inférieur ou égal à 1, on n'aura qu'à faire quoi? Retourner tout simplement n. Encore une fois, je le dis, on va supposer que le n est supérieur ou égal à 0. Maintenant, sinon, tout ce qu'on aura à faire, c'est un simple return f de n-1 plus f de n-2, comme ceci. Donc, c'est exactement ce qu'il y a ici, c'est exactement ce que l'on a mis ici. Et je le dis encore, on va supposer que le n est supérieur ou égal à 0. Je peux venir ici et je vais tenter de calculer f de 4. On va voir c'est quoi le résultat. Le résultat, c'est 3. Donc, si on vient au niveau de Wikipédia, on peut voir que f de 4, c'est bel et bien 3. Donc, notre programme a bel et bien fonctionné. Je vais tenter de calculer par exemple f de 10, juste pour m'assurer que
tout fonctionne. Le résultat, c'est 55. On va voir, on voit que f de 10, c'est bel et bien 55. Donc, clairement, cette fonction, elle marche. Comme exercice, tentez de dérouler petit à petit, essayez de mettre les fonctions étape par étape dans la mémoire et voir est-ce que vous pouvez réussir à retrouver les valeurs 55 ou bien 3 pour f de 10 ou bien f de 4, par exemple. Donc, tentez de le faire par vous-même. Un autre exemple de récursivité, c'est la recherche binaire. Donc, on va considérer un tableau trié dans l'ordre croissant, comme celui-ci. Et maintenant, nous, on recherche la valeur 5. La valeur 5, clairement, cette valeur-là se trouve ici. Maintenant, on va essayer de créer un tableau qui contient ces différentes valeurs-là. Donc, je peux venir ici, je peux créer un tableau T, comme ceci. Et si je souhaite, je peux écrire les valeurs déjà triées, comme ceci. 1, 5, 7, 17, 24, 32, 40 et 45, comme ceci. Parfait. C'est bon, ce tableau peut faire l'affaire. Si par exemple, on a un tableau qui n'est pas trié, mais contient les mêmes valeurs, donc là je peux mettre par exemple ici T1, mais qui contient les mêmes valeurs, mais ce n'est pas encore un tableau trié. Voilà, là j'ai créé mon tableau, mais qui contient les mêmes valeurs que le tableau T, mais là j'ai tout simplement mélangé un petit peu les valeurs. Moi, je souhaite trier mon tableau. Je souhaite trier mon tableau dans l'ordre croissant. Comment est-ce que je peux faire? Donc, je peux utiliser les algorithmes faits from scratch avec du C. Donc, je peux utiliser tri par bulle, bien tri par insertion, tout ce que je veux. Mais un autre moyen, beaucoup plus C++, serait d'utiliser un conteneur que l'on appelle vector. Donc, pour utiliser ce conteneur que l'on appelle vector, je vais d'abord venir ici et faire include vector. Comme ça. Vector, voyez vector comme étant un tableau, mais un tableau dont la taille n'est pas forcément fixée au préalable. Nos tableaux avant, la taille est toujours fixée et on ne peut pas modifier la taille dynamiquement dans le programme. D'accord? On ne peut pas modifier la taille du tableau dynamiquement dans le programme. Actuellement, la taille de ce tableau, c'est 8. Celui-ci aussi, la taille de ce tableau également, c'est 8. Mais par contre, si on utilise un vecteur, on peut dynamiquement rajouter une valeur, en supprimer. Et la taille va également s'adapter au fur et à mesure. Comment est-ce que je fais pour créer un objet de type vector? Pourquoi est-ce que je parle d'objet de type vector? C'est parce que vector, c'est une classe. Donc, je peux venir ici, je peux vous le démontrer. Donc, si je rentre dans vector, le fichier de vector, on peut voir que là, au niveau de vector synopsis, c'est-à-dire un bref résumé de tout ce qu'il y a à savoir sur vector, on peut déjà voir que vector, c'est une classe. Et en plus de cela, on peut voir qu'il s'agit d'une classe générique. Puisque là, vous voyez ici ce fameux template. Ici, ils ont mis classe T. Donc, ça veut dire que je peux créer un objet de type vector et je peux lui passer un certain type. Vous voyez ici, ils ont mis sur value type. D'accord? Donc, je peux lui passer un certain type. Donc, je peux venir ici. Je peux créer un objet de type vector comme ceci. Je vais dire que je veux un vecteur d'entier. Et je peux appeler mon vecteur par exemple V. Et pour initialiser ce vecteur, je peux l'initialiser à partir de l'un de mes tableaux. Donc, je vais l'initialiser à partir de T1. Et comment est-ce qu'on fait pour initialiser? Je vais dire que je veux un vecteur qui va commencer par le début de mon tableau T1 et qui va s'arrêter à la fin de mon tableau T1. Mon tableau T1, il contient actuellement combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Donc, je peux faire ici T plus 8. Ce qu'on peut faire, je peux venir rapidement ici et puis faire une petite boucle pour m'assurer que toutes les valeurs sont à l'intérieur. Donc là, je vais faire une boucle for améliorée. Donc, for I in V. Tout ce que tu auras à faire, c'est un petit cout. Handle. Parfait. Et je mets ici mon I. Je vais compiler et je vais exécuter. Je ne vais pas oublier de mettre le standard C++11, C++11. Rappelez-vous que ceci marche à partir du standard C++11. Si je n'avais pas mis ceci, on aura eu un warning. Je compile, j'exécute. Vous voyez, on a bel et bien toutes nos valeurs à l'intérieur de notre vecteur. Tout fonctionne à la perfection. Maintenant, l'avantage d'utiliser ici un vecteur au lieu d'un simple tableau T ou bien T1 ici, c'est que au niveau du C++, à l'intérieur de l'espace de nom std, on a une fonction qui s'appelle sort, comme ceci. On a une fonction qui s'appelle sort. Cette fonction, tout comme plusieurs autres fonctions, tout comme la classe vector, sont disponibles dans ce que l'on appelle l'espace de nom
std. Déjà, je vais vous prouver que vector appartient à l'espace de nom std. Si je viens ici au niveau de vector, vous allez voir ici namespace std. Et c'est à l'intérieur de l'espace de nom std que l'on a notre classe vector. Donc, vector fait partie de l'espace de nom std de C++. C'est-à-dire qu'elle contient plusieurs fonctions, plusieurs classes de manière native faites pour nous pour utiliser. On n'a pas besoin de réinventer là. Maintenant, qu'est-ce que cette fonction sort prend en paramètre? Cette fonction sort, elle va pouvoir prendre en paramètre ce que l'on appelle des itérateurs. Donc là, on a mis qu'elle prend un random access iterator en premier argument et un random access iterator en deuxième argument. Déjà, c'est quoi un itérateur? Un itérateur, c'est un objet qui va pouvoir pointer sur un objet dans une liste. Par exemple, là, on a une liste qui est notre vecteur, donc une liste d'éléments entiers. Et on peut obtenir un itérateur, c'est-à-dire un pointeur qui va pointer sur la première valeur de notre vecteur V. Comment est-ce que je peux faire pour obtenir l'itérateur qui pointe sur la première valeur de notre vecteur V, qui n'est autre que, par exemple, 40? Je peux venir ici et je peux dire V.begin, comme ceci. Et pour obtenir un itérateur qui pointe sur la dernière valeur de notre vecteur, je peux faire ici v.end, comme ceci. Donc là, je vais tenter de compiler et d'exécuter. Pas d'erreur. Je peux venir ici, par exemple, je vais tenter d'afficher les éléments. Donc, si je viens ici, je fais for int i in, donc à l'intérieur de v. Là, j'ai trié mon vecteur. Donc, je peux faire ici cout. Je vais compiler et puis je vais exécuter. Comme on peut le voir, notre vecteur a été trié avec succès. Maintenant qu'on a notre conteneur vecteur, donc c'est un conteneur également. Maintenant, on a notre vecteur qui contient nos éléments, tous triés. D'accord? Donc, rappelez-vous, un vecteur, c'est tout simplement comme un tableau. Donc, même système d'indices, un premier indice est 0. Le dernier indice, c'est tout simplement le nombre d'éléments moins 1. C'est ça le dernier indice. Et vous pouvez accéder à n'importe quel élément dans votre vecteur grâce à son indice. Soit dit en passant, si vous souhaitez connaître la taille de votre tableau, donc quand vous initialisez votre tableau comme ceci, et vous voulez connaître la taille de votre tableau, vous pouvez utiliser cette petite astuce. Donc, int n, comme ceci. Donc, ça va faire size of T1. Vous calculez la taille totale de votre tableau et vous divisez tout simplement par la taille d'un élément. La taille d'un élément de votre tableau. Moi, je peux choisir de diviser par la taille de l'élément à l'indice 0 de mon tableau. Ceci va me retourner également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux venir ici, tenter d'afficher le n. Et vous allez voir qu'il va bel et bien m'afficher 8. Donc, je n'ai plus besoin de faire ceci, ni ceci. Donc là, je vais commenter ceci pour l'instant. Ceci également. On va compiler, on va exécuter. Vous allez voir qu'il va bel et bien me mettre 8. Comme vous pouvez le voir. Ce qui veut dire que, au lieu de venir ici et me fatiguer à compter le nombre d'éléments, je peux tout simplement venir ici et puis au lieu de mettre T1 plus 8, je mets tout simplement T1 plus N. Et là, je peux trier mon tableau et puis tout est bon. Hein. Je peux toujours faire mon affichage. For int i in v. Je n'ai plus besoin d'afficher le N. Compile, j'exécute. Comme on peut le voir, tout marche à la perfection. Parfait. Maintenant, on a notre vecteur trié dans l'ordre croissant. On va pouvoir passer à la recherche binaire. Le principe de cette recherche binaire est très simple. Vous allez d'abord détecter l'indice du début du tableau. Actuellement, notre tableau, il est tout neuf, il est tout prêt. L'indice de début, c'est l'indice 0. L'indice de fin, c'est tout simplement 7, puisqu'il y a 8 éléments dans notre tableau. On peut retrouver l'indice de fin comme ceci, en faisant le nombre d'éléments moins 1, c'est actuellement 7. Et maintenant, on va trouver l'indice au milieu. Par exemple, si je fais 0 plus 7 divisé par 2, on va avoir comme réponse 3,5. Vu que nous, on va manipuler des entiers, on va faire des divisions entières. 7 divisé par 2, c'est 3,5. Mais la division entière de 7 par 2, la réponse, c'est 3. L'indice du milieu, c'est tout simplement 3. Et à la position 3, la valeur, c'est actuellement 17. Qu'est-ce que nous, on va essayer de faire? Si la valeur que l'on recherche se trouve au milieu, à l'indice 3, là, c'est bon. On dit oui, on retourne une valeur booléenne vraie. La valeur
valeur que l'on recherche se trouve dans le tableau. Mais comme on peut le voir dans notre cas actuel, à l'indice 3, la valeur actuelle c'est 17. Alors que nous, on recherche quoi? On recherche 5. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de partitionner le tableau en deux. Une première partie qui va commencer de l'indice du début jusqu'à l'indice milieu moins 1, c'est-à-dire 2. Et le tableau va commencer à partir de la valeur 1. Ensuite, on a la valeur 5. Ensuite, on a la valeur 7. Et on aura un deuxième tableau qui va commencer à partir de l'indice milieu plus 1, c'est-à-dire à partir d'ici 4 jusqu'à la fin. Donc, les valeurs de T2, donc le deuxième tableau, seront 24, 32, 40 et 45. Ok. Maintenant, si la valeur que nous on recherche est inférieure à la valeur du milieu, on va poursuivre la recherche dans le tableau T1. Mais si la valeur que nous on recherche est supérieure à la valeur du milieu ici, c'est-à-dire à la valeur au niveau de l'indice milieu, qu'est-ce que l'on va faire? On va tenter de voir. La valeur du milieu actuellement, c'est combien? C'est 17. Très bien. La valeur que nous on recherche, c'est quoi? C'est 5. Très bien. 5 est inférieur à 17. Ça veut dire que quoi? 5 se trouve forcément quelque part ici. Pourquoi? Parce qu'on a trié notre tableau dans l'ordre croissant. Et vu que 17 se trouve ici, forcément, si 5 existe dans notre tableau, 5 doit se trouver quelque part ici. Donc, nous, on va faire quoi? On va faire une recherche à partir du début du tableau jusqu'à l'indice milieu moins 1, c'est-à-dire jusqu'à l'indice 2. Là, on est sûr que notre valeur se trouve ici. Maintenant, supposons que ce n'est pas le cas. On cherchait peut-être, disons, 32. Là, c'est différent. On sait que à l'indice du milieu, la valeur, c'est 17. Vu qu'on cherche 32, forcément, 32 va se trouver quelque part ici. Cette partie-là de notre tableau. Cette partie, à partir de l'indice 4. Il va falloir faire la recherche à partir de l'indice milieu plus 1 jusqu'à la fin. D'accord? Donc, c'est comme ça on fait une recherche binaire. On partitionne le tableau en deux et on va voir, suivant la valeur que l'on recherche et la valeur qui se trouve à l'indice du milieu, où poursuivre nos recherches. Donc, c'est un peu ça. On va comparer la valeur recherchée à la valeur de l'indice milieu, donc T milieu. Si la valeur est inférieure à T milieu, alors on va poursuivre la recherche entre les indices début et milieu moins 1. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si la valeur est supérieure à T milieu, alors on va poursuivre la recherche entre les indices milieu plus 1, c'est-à-dire 4, et fin, c'est-à-dire 7. Ok. Étant donné que nous, on recherche 5, on va faire la recherche au niveau de T1. On peut voir que 1 se trouve à la position 0, 7 se trouve à la position 2, 0 plus 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, c'est l'indice au milieu. Et quand on va faire quoi? T de 1 à l'indice 1. Et on remarque que la valeur qui se trouve à l'indice du milieu, c'est-à-dire T1 de 1, ce n'est autre que 5. Ce n'est autre que la valeur que nous on recherche. Donc, c'est bon. On a trouvé notre valeur. Et c'est parfait, on peut dire que la valeur existe dans le tableau. Et on est tout content. Maintenant, supposons que l'on recherche la valeur 8. Qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder de la même manière qu'avant. 8 se trouve où? 8 se trouve peut-être quelque part par ici. Parce que 8, tout d'abord, c'est supérieur à 5. 5 qui est la valeur qui se trouve à l'indice du milieu. Donc, clairement, on va faire notre recherche quelque part ici, au niveau de T4. OK? Maintenant, on va essayer de trouver l'indice de début, l'indice de fin et l'indice de milieu de T4. Clairement, l'indice de début de T4, ce sera quoi? Ce milieu-ci plus 1. Donc, l'indice de début de T4, ce sera 2. Quel sera l'indice de fin de T4? L'indice de fin de T4, c'est encore l'indice de fin de T1. Donc, T4, son début sera 2. Sa fin sera 2. Clairement, le milieu également sera 2. Comme ceci. Qu'est-ce que nous on va faire? On a notre tableau T4 et on va essayer de rechercher la valeur 8. 8 se trouve où? 8 est supérieur à 7. Parce que la valeur actuellement au niveau du milieu, c'est 7. Donc, vu que nous on recherche 8 et que 8 est supérieur à 7, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la recherche entre les indices milieu plus 1 et fin. Or, milieu plus 1, c'est 3 et fin, c'est 2. Donc, clairement, c'est comme si le nouveau tableau dans lequel nous on voulait faire notre recherche, son début est supérieur à sa fin. Parce que milieu plus 1 serait le début de notre nouveau tableau et la fin serait tout simplement la fin de ce tableau-ci T4. Maintenant, étant donné que 8 est supérieur à 7, il va falloir faire la recherche dans un autre tableau sous séquence de notre tableau T4. Il va falloir faire la recherche où? À l'indice milieu plus 1 et à l'indice fin. Clairement,
on va voir que l'indice milieu plus 1 serait le début de notre nouveau tableau sous séquence et l'indice fin serait également la fin de notre nouveau tableau sous séquence. Maintenant, on va se rendre compte que le début de notre nouveau tableau serait 3 et la fin de notre nouveau tableau serait 2. Donc clairement, le début est supérieur, l'indice de début est supérieur à l'indice de fin. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Comment est-ce que le début va venir après la fin? C'est pas normal, n'est-ce pas? Donc clairement, on conclut automatiquement, dès qu'on se rend compte que le début est supérieur à la fin, on conclut automatiquement que la valeur n'existe tout simplement pas dans notre tableau. On va tenter de faire l'implémentation. Je vais venir ici, je vais écrire la fonction recherche binaire comme ceci. Cette fonction recherche binaire doit retourner quoi? Un booléen pour dire que notre valeur se trouve dans notre tableau ou pas. Vu que nous, on a plutôt trier notre vecteur, je vais venir ici et puis je vais dire que je vais plutôt prendre en paramètre le vecteur. C'est un vecteur d'entier et c'est notre vecteur V. Vous voyez ceci comme tout simplement un tableau, mais juste un tableau dynamique. On va passer en paramètre l'indice de début, on va passer en paramètre l'indice de fin, on va passer en paramètre la valeur recherchée comme ceci. On a vu tout à l'heure que si le début est supérieur à la fin, c'est en ce moment-là qu'on va dire qu'on n'a pas trouvé la valeur et on va pouvoir retourner tout simplement false pour dire que la valeur n'existe pas dans notre tableau. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait normalement? On calcule l'indice de milieu. L'indice de milieu, c'est tout simplement quoi? Le début plus la fin, le tout divisé par 2. Et début et fin sont des entiers ici. Donc, il va nous faire une division entière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier, est-ce que la valeur du milieu, ce n'est pas notre valeur? Si c'est notre valeur, c'est bon. Tout ce qu'on a à faire, c'est return true. On va retourner vrai parce qu'on a trouvé notre valeur. Mais non, si on n'a pas pu retourner true, il y a deux cas. Soit la valeur que nous on recherche, elle est supérieure à la valeur qui se trouve à l'indice de milieu. Et dans ce cas, on va faire la recherche binaire, toujours dans notre vecteur. Mais l'indice de début sera maintenant milieu plus 1. L'indice de fin sera toujours fin. La valeur que l'on recherche va toujours rester la valeur que l'on recherche et c'est elle. On ne va pas oublier de mettre ici un return. Maintenant, si la valeur que l'on recherche n'est pas supérieure à la valeur du milieu, si la valeur que l'on recherche n'est pas égale à la valeur du milieu, alors clairement la valeur que l'on recherche est inférieure à la valeur du milieu. Donc, je peux revenir ici tranquillement et puis faire un return. Donc, s'il n'est pas venu dans ce cas, clairement, il va venir dans ce cas. Je peux tout simplement faire quoi? Recherche binaire dans mon vecteur V. On va faire la recherche en commençant par le début. La fin sera tout simplement milieu moins 1. On va toujours rechercher notre valeur comme ceci. Voici donc la fonction recherche binaire. On va venir ici, on va tester cela. D'abord ici, on a notre tableau. On a trouvé le nombre d'éléments de notre tableau. On a créé un objet de type vector. On l'a trié. On peut maintenant faire la recherche binaire pour vérifier si une valeur se trouve dans notre vecteur ou pas. Donc, je peux venir ici, cout endline comme ceci. Et je vais faire appel à la fonction recherche binaire. Qu'est-ce qu'on a dit? On va passer notre vecteur. On va passer l'indice du début. L'indice du début, ce sera 0. On va passer l'indice de fin. L'indice de fin, c'est le nombre d'éléments de notre vecteur moins 1. On connaît le nombre d'éléments de notre vecteur, c'est tout simplement n. Ou alors, une autre manière de faire, c'est v.size, comme ceci. Donc, c'est une autre manière de connaître le nombre d'éléments du vecteur, v.size. Et maintenant, on peut rechercher une valeur. Supposons que je recherche la valeur 5. Donc, si tout a bien marché, on va pouvoir avoir 1 qui va sortir comme réponse, puisqu'on a 5. Ah, désolé. Là, je n'ai pas dit que je déclare un entier. Ok, autant pour moi, on reprend. Oups, là j'ai mis vecteur au lieu de vecteur. On reprend, je vais y arriver. Et bim, là j'ai 1. Donc clairement, il a réussi à trouver la valeur 5 dans notre vecteur. Supposons que je recherche la valeur 8. Il va nous dire 0 parce qu'il n'y a pas 8 dans le vecteur. Donc, clairement, la recherche binaire marche. Maintenant, je vais vous laisser un petit bonus. Le bonus, c'est qu'en C++, vous n'avez même pas besoin de cette fonction recherche binaire. Ça, je vous l'ai montré juste dans le cadre de la récursivité.
Mais en C++, vous avez la fonction binary search. Cette fonction peut en paramétrer 2 itérateurs et la valeur à rechercher. Le premier itérateur, c'est tout simplement l'itérateur qui pointe sur le début de notre vecteur. Le second itérateur, ce serait l'itérateur qui pointe sur la fin de notre vecteur. Et on va mettre la valeur que l'on recherche. La valeur que l'on recherche, supposons, c'est par exemple 32. 32 est dans notre vecteur. Donc c'est bon. Je peux venir ici faire un coup de cout, comme ceci. Handle. Et si je compile, j'exécute, vous allez voir que 32 est dans notre vecteur, donc il le trouve. Je peux maintenant venir ici, peut-être je vais dire que je recherche 100. 100 n'est pas dans notre vecteur, il ne le trouve pas. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si tel est le cas, n'oubliez pas de lâcher de gros pouces bleus, de vous abonner, de partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Chaque vendredi, je vais publier une nouvelle vidéo sur les structures de données avancées. Restez branchés. À la prochaine. Peace.